quand on m'a transporté d'urgence en chirurgie, mon monde entier s'est réduit aux lumières blanches aveuglantes du plafond de l'hôpital, et à la douleur atroce et déchirante dans mon abdomen. J'ai appelé tout le monde. Je les ai suppliés de venir, mais personne n'est venu. Ils m'ont abandonné pour célébrer l'achat par mon frère, Donovan, de son nouveau manoir à 1,2 million de dollars. La maison importait plus que ma vie. Mais le vrai cauchemar a commencé quand l'anesthésie s'est dissipée. Je me suis réveillé, frissonnant, dans une salle de réveil stérile. La gorge irritée par un tube respiratoire, j'étais complètement seul. L'infirmière m'a tendu mes affaires, m'offrant un sourire compatissant qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur mes chaises de visiteurs vides. J'ai déverrouillé mon téléphone. Il s'est immédiatement illuminé avec 95 appels manqués. Puis l'écran s'est figé sur un unique message texte de ma mère. Il disait « Tu dois des excuses à ton frère et à cette famille ». Qu'est-ce qui pourrait bien pousser une mère à exiger des excuses de la part d'un fils qui venait à peine de survivre à la table d'opération? Je vais vous raconter exactement comment c'est arrivé, comment une maison construite sur la vanité a failli me coûter la vie, et comment j'ai transformé le rêve à 1 million de dollars en un cauchemar complet. Le bip rythmé et régulier du moniteur cardiaque était le seul son dans la salle de réveil. Chaque fois que j'essayais de prendre une profonde inspiration, une agonie aiguë, brûlante et blanche irradiait depuis le bas de mon côté droit. Le chirurgien avait tranché à travers muscles et tissus pour retirer un organe qui avait essentiellement explosé à l'intérieur de moi. Mais la douleur physique n'était absolument rien comparée au poids lourd et suffocant qui pressait sur ma poitrine. En fixant cet écran lumineux, j'ai relu le message de ma mère, Geneviève. Je l'ai lu une 3e fois. Mes yeux, encore flous à cause des sédatifs puissants, peinaient à se concentrer sur les lettres numériques, mais la cruauté des mots restait tranchante comme un rasoir. Tu dois des excuses à ton frère et à cette famille. Mes mains se sont mises à trembler. Ce n'était pas à cause de la température ambiante froide de la chambre d'hôpital, et ce n'était pas un effet secondaire des médicaments qui passaient par ma perfusion intraveineuse. C'était un choc pur, sans mélange. J'avais passé les 27 dernières années de ma vie à être le personnage secondaire et fiable de notre famille. J'étais celui qu'ils appelaient quand un pneu crevait à 2 heures du matin. J'étais celui qui réparait le chauffe-eau cassé, qui payait les factures de services publics en retard, qui s'asseyait tranquillement au bout de la table de la salle à manger pendant que tout le monde portait un toast à Donovan. Donovan était mon frère aîné. C'était l'enfant prodige. C'était le beau et charismatique directeur immobilier, qui ne portait jamais une chemise sans logo de créateur, et ne conduisait jamais une voiture de plus de 2 ans. J'ai dégluti difficilement, goûtant l'amertume métallique persistante du ruban adhésif médical qui avait fixé le tube respiratoire. J'ai fait défiler le message de ma mère, parcourant les 95 appels manqués. La plupart venaient d'elle. Une 12aine de ma sœur cadette, Margot. 5 de mon père, Alistair. Pas un seul d'entre eux n'avait laissé un message vocal pour demander si j'étais en vie. Pas un seul message ne demandait si l'opération avait réussi. Les textes suivants qui ont inondé mes notifications étaient tous des variations du même thème venimeux. Margot a envoyé un message disant « Bravo pour tout ramener à toi, Harrison ». Donovan est furieux. Mon père a envoyé un bref message formel qui disait « Ta mère pleure dans la salle de bain des invités. Tu as gâché une soirée parfaite. Appelle-nous quand tu seras prêt à agir comme un adulte. » J'ai laissé tomber le téléphone sur la fine couverture en coton qui recouvrait mes jambes. J'ai fixé les dalles du plafond acoustique, comptant les petits trous perforés pour m'empêcher de crier. J'étais ingénieur en structure. Toute ma profession tournait autour du calcul des murs porteurs, de la compréhension des points de contrainte, et de savoir exactement quelle pression une fondation pouvait supporter avant de s'effondrer complètement. En y repensant maintenant, c'est presque entièrement poétique. Je passais mes journées à concevoir des systèmes de soutien pour d'énormes bâtiments en béton. Pourtant, je ne possédais absolument aucun système de soutien dans ma propre vie personnelle. L'infirmière, une femme aimable en blouse bleue dont le badge indiquait « Sarah », est revenue dans mon espace délimité par des rideaux. Elle a vérifié mes signes vitaux, son front se plissant légèrement en regardant mon rythme cardiaque élevé sur le moniteur. « Vous ressentez plus de douleur, Harrison ? Je peux ajuster votre médication », a-t-elle proposé, sa voix douce et professionnelle. Je l'ai regardée, mes yeux s'emplissant d'un profond sentiment d'isolement. « Non », ai-je murmuré, ma voix sonnant comme du gravier sec. « L'antidouleur fonctionne. Je suis juste.
Je suis juste en train de digérer de mauvaises nouvelles. Elle m'a tapoté doucement l'épaule. Votre petite amie a appelé le bureau principal. Elle arrive en urgence de son service en ce moment même. Elle avait l'air très inquiète pour vous. Vivien. Le simple fait d'entendre son nom m'a offert une minuscule bouée de sauvetage de santé mentale dans un océan de folie. Mais alors que j'étais allongé là à l'attendre, mon esprit ne pouvait s'empêcher de dériver vers le manoir. Cet immense domaine tentaculaire avec ses portails en fer forgé sur mesure et ses sols en marbre italien importé. La maison que Donovan avait achetée pour prouver au monde qu'il était un roi autodidacte, même si nous savions tous que c'était un mensonge soigneusement construit. Comment une simple pendaison de crémaillère a-t-elle pu dégénérer au point que ma famille m'abandonne complètement pendant que je saignais sur une table d'opération? Pour comprendre la folie absolue de ce vendredi soir, il faut traverser le musée de la douleur. C'était mon enfance. Grandir dans l'ombre d'un enfant prodige, c'est comme essayer de faire pousser une plante dans un placard sombre. Vous pourriez survivre, mais vous vous étirez toujours, désespérément, en quête d'un rail de lumière qui ne vous atteint jamais vraiment. Regardons la première pièce d'exposition. Il y a 5 ans, j'ai été diplômé avec mention de l'université d'État avec un diplôme en génie des structures. J'avais travaillé à 2 emplois à temps partiel, principalement des quarts de nuit dans un entrepôt local, pour payer mes frais de scolarité afin de ne pas être un fardeau pour mes parents. Le jour de ma remise de diplôme, mes parents sont arrivés avec 20 minutes de retard à la cérémonie. Ma mère s'est plainte de la chaleur et mon père s'est plaint du stationnement. Pour célébrer 4 années de travail académique exténuant, nous sommes allés au drive-in d'un fast-food. J'étais assis sur la banquette arrière de la berline de mon père, mangeant un hamburger tiède dans un emballage en papier gras, pendant qu'il discutait de la météo. Exactement 6 mois plus tard, Donovan a réussi son examen de licence immobilière à sa 3e tentative. Il n'avait même pas encore vendu une seule propriété. Il venait juste d'être embauché dans une agence de courtage de niveau intermédiaire. Mes parents ont organisé un immense dîner avec traiteur pour 50 invités. Et le moment phare. Mon père, Alistair, a fièrement tendu à Donovan les clés d'un tout nouveau véhicule utilitaire sport de luxe. Je me souviens d'être resté près du bol de punch, regardant la lumière du soleil scintiller sur la peinture immaculée de cette voiture chère, ressentant une sensation incroyablement creuse dans ma poitrine. Quand j'ai demandé plus tard à mon père comment il pouvait se permettre un cadeau aussi extravagant, il m'a tapoté l'épaule et a dit « Ton frère est dans la vente, Harrison. Il a besoin de projeter une image de succès. Toi, tu es juste assis derrière un bureau à dessiner des plans. Tu n'as besoin d'impressionner personne. Construire des fondations pour les autres. » Tandis que Donovan vendait le rêve. C'était le récit établi. J'étais le travailleur de l'ombre. Il était la star. La 2e pièce d'exposition dans le musée du dysfonctionnement de ma famille est peut-être la plus pathétique, car elle met en lumière jusqu'où j'étais prêt à aller pour acheter leur amour. Il y a 3 ans, mon père a fait un terrible investissement dans le projet de restaurant raté d'un ami. Il l'a caché à ma mère, accumulant une dette massive de 15 000 $ sur sa carte de crédit. Les intérêts le dévoraient vivant. Il est venu à mon appartement un mardi soir pluvieux, le visage pâle, les mains tremblantes. Il avait l'air pluvieux, brisé. Il m'a supplié de l'aider, me faisant jurer le secret absolu, car la honte que ma mère le découvre détruirait son mariage. J'avais économisé de l'argent pendant 2 ans pour verser un acompte sur une modeste première maison. J'avais renoncé aux vacances. J'avais porté de vieilles chaussures jusqu'à ce que les semelles soient usées. Et je cuisinais chaque repas à la maison. Sans une seconde d'hésitation, je me suis connecté à mon portail bancaire et j'ai transféré chaque centime de mes économies sur son compte. 15 000 $ envolés en une seule frappe. Mon père a pleuré, m'a serré fort dans ses bras et m'a appelé son sauveur. Mais le week-end suivant, lors de notre dîner familial obligatoire du dimanche, ma mère a félicité Donovan pour avoir offert à tout le monde des steaks coûteux. Donovan était assis là, faisant tourner son vin rouge, s'imprégnant de l'admiration. Mon père était assis en face de moi, coupant sa viande, entièrement silencieux. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Il a permis à Donovan de revendiquer le titre de fils généreux et prospère, pendant que j'étais assis là avec un solde nul sur mon compte en banque, mangeant le steak que mon frère était censé avoir acheté. Le secret est resté enterré pour sauver la fierté de mon père, et mon sacrifice a été complètement effacé de l'histoire. Donovan s'assurait toujours de me rappeler ma place.
Il venait visiter mon petit appartement d'une chambre, regardait autour de lui avec un sourire condescendant, et me demandait quand j'allais trouver un vrai travail qui paie vraiment. Il se délectait de rabaisser ma profession. « Tu n'es que le gars qui calcule la terre, Harrison », disait-il en ajustant sa montre de luxe. Moi, je suis le gars qui vend le pantouse dans les nuages. J'avalais ma colère à chaque fois. Je gardais la tête basse. Je faisais des heures supplémentaires au bureau d'ingénierie. Je me disais qu'être le fiable, l'indépendant, était une vertu. Je me suis convaincu que leur comportement toxique n'était qu'une dynamique familiale normale. Sur Internet, les gens appellent ça être le bouc émissaire de la famille. Moi, j'appelais juste ça ma vie. Mais alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, sentant la douleur vive et pulsatile de ma plaie chirurgicale, les souvenirs ne ressemblaient plus à une dynamique familiale normale. Ils ressemblaient à de la violence psychologique. Ils ressemblaient à des années de négligence systémique et calculée. J'ai réalisé que toute mon existence à leurs yeux n'était validée que par ce que je pouvais leur fournir en coulisses, pour que Donovan puisse briller sous les projecteurs. Je n'étais pas un fils ou un frère. J'étais un service public, et les services publics sont censés fonctionner silencieusement en arrière-plan. J'ai fermé les yeux, laissant échapper un long soupir tremblant. Je pensais pouvoir endurer cette existence invisible pour toujours. Je pensais être assez fort pour ignorer le favoritisme flagrant. J'avais complètement tort. Tout a changé pendant la semaine fatidique de fin octobre, lorsque Donovan a acheté une propriété qui était bien au-dessus de ses moyens, et que mon corps a finalement décidé de lâcher. Cela a commencé exactement une semaine avant l'opération. J'étais assis à ma table à dessin au bureau d'ingénierie, examinant les plans de structure d'un nouveau centre commercial. Nous avions un délai serré et le stress me crispait déjà les épaules. C'est à ce moment-là que la douleur sourde et persistante a commencé dans le bas de mon abdomen. Au début, je l'ai rejeté comme une indigestion. Je vivais de café fort et de bagel rassis depuis 3 jours d'affilée. Mais la douleur refusait de s'estomper. C'était comme si une pierre chaude et lourde était logée au plus profond de mes entrailles. Pour aggraver infiniment les choses, mon téléphone vibrait sans relâche sur mon bureau. Il vibrait si violemment qu'il a failli tomber du bord. Je l'ai pris. Ma mère avait créé une nouvelle conversation de groupe intitulée « Célébration de la maison de rêve de Donovan ». Les notifications arrivaient toutes les 10 secondes. Donovan venait de finaliser l'achat d'un immense domaine tentaculaire dans le quartier le plus exclusif du comté. Un manoir à 1,2 million de dollars. Il avait 6 chambres, une piscine sur mesure et un grand hall d'entrée avec un lustre en cristal importé. Il organisait une énorme pendaison de crémaillère le vendredi soir pour montrer sa nouvelle richesse à ses collègues, ses clients et toute notre famille élargie. Ma mère dirigeait l'événement comme un général d'armée se préparant à la guerre. Elle a envoyé un message en me taguant spécifiquement. « Harrison, tu dois arriver à la propriété de Donovan à 15 h le vendredi. Le traiteur livre les tables et tu dois les porter dans le jardin. Aussi, Donovan veut des guirlandes lumineuses suspendues autour du toit du patio. Apporte ta grande échelle et ta ceinture à outils. » J'ai lu le message, ressentant une vive douleur dans mon estomac qui m'a fait grimacer à voix haute. J'ai appuyé ma paume contre mon côté droit. C'était sensible au toucher. J'ai répondu, « Maman, je suis submergé par un projet majeur au travail. Je ne peux pas prendre mon après-midi pour faire du levage lourd. De plus, je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Mon estomac me fait un mal de chien depuis hier. » La réponse a été presque instantanée. Ma mère a tapé, « Arrête de faire semblant pour te défiler du travail, Harrison. Ton frère vient de finaliser l'achat de sa maison de rêve. Ne gâche pas sa bonne humeur avec tes plaintes habituelles. Il est sous une pression énorme pour que cette fête soit parfaite pour ses clients. Tu es son frère. Agis comme tel et soutiens-le. » Ma sœur Margot a renchéri juste en dessous. « Sérieusement, Harrison, arrête d'être jaloux. Viens juste et accroche les lumières. Ça te prendra 2 heures. » J'ai posé le téléphone face contre les plans. Jaloux? Je n'étais pas jaloux d'une maison que Donovan ne pouvait clairement pas se permettre avec son salaire de base. J'étais en proie à une véritable agonie physique. Au cours des 48 heures suivantes, la douleur sourde s'est transformée en une douleur lancinante et persistante. J'ai complètement perdu l'appétit. Le jeudi après-midi, je marchais avec une posture notablement voûtée, incapable de me tenir parfaitement droit. Mon patron,
Fletcher, un ingénieur senior expérimenté aux yeux vifs et à l'attitude pragmatique, est passé devant mon bureau. Il s'est arrêté net, fixant mon visage pâle et en sueur. « Harrison », a dit Fletcher, sa voix prenant un ton de sérieuse préoccupation. « Tu as l'air d'un cadavre ambulant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » « Juste une mauvaise gastro, Fletcher. Je vais bien. J'aurai terminé les calculs de charge pour 5 heures, ai-je marmonné, essayant de me concentrer sur l'écran de l'ordinateur. Fletcher a contourné le bureau, a attrapé la souris de l'ordinateur et a cliqué sur sauvegarder avant d'éteindre mon moniteur. Tu ne finis rien du tout. Tu vas aux urgences, tout de suite. Tu transpires à travers ta chemise, et tu es vert. Lève-toi. J'ai essayé de protester, mais quand je me suis levé, la pièce a tourné violemment. La douleur dans mon côté a flambé si intensément que mes genoux ont fléchi. Fletcher a attrapé mon bras, me redressant. Il n'a pas demandé la permission. Il m'a pratiquement traîné jusqu'à sa voiture et m'a conduit directement à l'hôpital. Au triage des urgences, les lumières vives me semblaient des coups physiques à la tête. Un médecin est entré, a jeté un coup d'œil à ma posture et m'a dit de m'allonger à plat sur la table d'examen. Il a posé ses mains doucement sur mon abdomen. « Dites-moi quand ça fait mal », a dit le médecin calmement. Il a appuyé sur le bas de mon côté droit. C'était inconfortable mais gérable. Puis, soudainement, il a relâché sa main. La douleur a explosé. C'était comme une grenade qui détonnait à l'intérieur de mon corps. Un éclair brillant et aveuglant de pure agonie a déchiré mon torse. J'ai crié, un son rauque et guttural qui a résonné sur les murs cliniques, et je me suis recroquevillé en boule serrée. Haletant. Sensibilité classique à la décompression, a dit le médecin, se tournant immédiatement vers les infirmières. Nous avons besoin d'un scanner tout de suite. Nous sommes face à une appendicite aiguë, vu sa fièvre et son niveau de douleur, il est très probable qu'elle soit déjà rompue. Je suis resté là, pantelant, la sueur froide me piquant les yeux. La douleur physique était atroce, un solide 10 sur 10. Mais alors qu'il me poussait dans le long couloir stérile vers les machines d'imagerie, j'ai sorti mon téléphone de ma poche avec une main tremblante. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la douleur physique n'était absolument rien comparée à la trahison émotionnelle qui était sur le point de se dérouler. Le scanner a confirmé les pires craintes du médecin. Mon appendice n'avait pas seulement rompu, il avait complètement éclaté, déversant des bactéries dangereuses et des toxines directement dans ma cavité abdominale. Le médecin des urgences, le docteur Hay, se tenait au pied de mon lit avec une expression très sombre. « Harrison, la situation est critique », a expliqué le docteur Hay, la voix tendue par l'urgence. « Vous avez une péritonite sévère. C'est une infection potentiellement mortelle. Si nous n'opérons pas immédiatement pour nettoyer votre cavité abdominale et retirer les tissus nécrosés, vos organes commenceront à défaillir. Nous préparons la salle d'opération en ce moment même. Vous devez appeler votre famille. Potentiellement mortel. » Les mots flottaient dans l'air. Lourd et terrifiant. J'avais 27 ans. Je n'étais pas censé faire face à ma propre mortalité un vendredi après-midi ordinaire. La panique, froide et vive, a finalement percé le brouillard de la douleur. J'ai attrapé mon téléphone. Mes mains tremblaient si fort que je l'ai fait tomber sur ma poitrine avant de réussir à le déverrouiller. J'ai immédiatement composé le numéro de ma mère. Il a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde. « Maman », ai-je haleté, la voix faible et essoufflée. « Maman, je suis à l'hôpital. Mon appendice a rompu. C'est grave. Il m'emmène en chirurgie d'urgence tout de suite. » Il y a eu une fraction de seconde de silence à l'autre bout du fil. Puis, le bruit chaotique de verre qui teinte et de voix forte a traversé le haut-parleur. « Harrison, je ne t'entends pas bien », a crié ma mère par-dessus le bruit. Le livreur de vin est à la porte d'entrée de Donovan et personne ne soulève les caisses. Je t'avais dit qu'on avait besoin de toi ici. Tu ne peux pas juste prendre un ibuprofène ou obtenir des antibiotiques du médecin? Les traiteurs installent le buffet. Maman, tu ne comprends pas, ai-je plaidé, des larmes de pure frustration et de peur montant à mes yeux. Le médecin a dit que je pouvais mourir. J'ai besoin de toi ici. J'ai besoin de quelqu'un ici. Arrête d'être si dramatique, Harrison. Tu fais toujours ça. Tu essaies toujours de compliquer les choses quand ton frère passe une bonne journée. Je raccroche.
Je dois payer le service de voiturier. La ligne est devenue complètement silencieuse. J'ai fixé l'écran, mon esprit refusant de traiter l'insensibilité pure de sa réponse. Elle avait choisi une livraison de vin plutôt que l'opération d'urgence de son plus jeune fils. Désespéré, j'ai composé le numéro de mon père. Il a répondu à la première sonnerie, mais il n'a même pas dit bonjour. Harrison, où diable es-tu? Les guirlandes lumineuses sont toujours dans la boîte sur le patio. Papa, je suis à l'hôpital, ai-je crié, la douleur dans mon estomac pulsant au rythme de mon cœur qui s'emballait. Mon appendice a éclaté. Ils vont m'ouvrir dans 10 minutes. S'il te plaît, viens, s'il te plaît. En arrière-plan, j'ai entendu une acclamation forte suivie de la voix tonitruante de Donovan criant « Bienvenue au manoir, tout le monde ». Mon père a soupiré lourdement dans le téléphone. « Écoute, fiston. La fête ne fait que commencer. » Donovan est sur le point de faire son grand discours de bienvenue. Je ne peux pas le laisser tomber devant tous ses clients importants. Ça donne une mauvaise image de la famille. Tu es un garçon solide. Laisse les médecins faire leur travail et on passera te voir demain. Clic. Il a raccroché. J'ai ensuite appelé ma sœur Margot. C'est tombé directement sur sa messagerie vocale. J'ai appelé ma tante Sylvia. Messagerie vocale. J'ai appelé le téléphone de la maison. Personne n'a répondu. J'étais complètement seul. Je me tenais au bord absolu d'un abîme, regardant dans les ténèbres d'une intervention chirurgicale majeure, et toute ma famille avait collectivement décidé qu'une pendaison de crémaillère était plus importante que de me tenir la main. Une infirmière est entrée avec une seringue, injectant un sédatif puissant dans ma perfusion intraveineuse pour me préparer à la salle d'opération. Alors que la vague lourde et chaude du médicament commençait à envahir mon cerveau, rendant mes paupières incroyablement lourdes, mon téléphone a vibré dans ma main. C'était une notification Instagram. Donovan venait de publier une photo en direct. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir, fixant l'écran lumineux. Ils étaient là, mon père, ma mère, ma sœur Margot et Donovan, tous debout dans le grand hall d'entrée du manoir à $1 million. Ils étaient tous vêtus de tenues de soirée coûteuses, tenant des verres en cristal remplis de champagne doré, souriant radieusement à l'appareil photo. La légende disait, célébrer les fruits du travail acharné avec les gens qui comptent le plus. Family First $1 million milestone. Les gens qui comptent le plus. Les mots se sont gravés dans ma rétine. L'hypocrisie était écœurante. Une larme s'est finalement échappée, roulant sur le côté de mon visage et s'imprégnant de l'oreiller stérile de l'hôpital. L'infirmière a doucement retiré le téléphone de mes doigts et dit. « Il est temps d'y aller, Harrison », a-t-elle dit doucement, poussant le lit hors de la chambre. Alors que les lumières fluorescentes du plafond défilaient devant mes yeux, se précipitant vers la salle d'opération, un profond changement s'est produit au plus profond de mon âme. Le Harrison fiable, complaisant et obéissant est mort sur ce brancard. La peur a disparu, remplacée par une résolution froide et endurcie. Je me suis juré, dans les secondes avant que l'anesthésie ne m'entraîne dans les ténèbres, que si je me réveillais de ça, je ne serais plus jamais leur paillasson. Absolument tout allait changer. Ce qui nous ramène à la dure réalité de la salle de réveil. Le texto de ma mère exigeant des excuses me fixait toujours depuis l'écran. 95 appels manqués. Tous en colère. Tous exigeant que je réponde du crime d'avoir failli mourir. J'ai entendu le grincement rapide des semelles en caoutchouc sur le sol en linoléum à l'extérieur de mon rideau. Une seconde plus tard, le rideau a été tiré et Vivien s'est précipité à l'intérieur. Elle portait encore sa blouse bleu foncé des urgences de l'hôpital voisin où elle travaillait. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux écarquillés d'une inquiétude frénétique. « Harrison » a-t-elle haleté, laissant tomber son lourd sac fourre-tout sur le sol et jetant pratiquement ses bras autour de mon cou. Elle a fait attention de ne pas appuyer contre mon estomac, mais elle a enfoui son visage dans mon épaule, son corps tremblant. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. J'ai dû convaincre mon infirmière en chef de me laisser partir en plein milieu de mon service. « Tu vas bien ?» Le chirurgien a dit que c'était une péritonite sévère. Tu aurais pu faire un choc septique. J'ai enroulé mes bras faibles autour de son dos, enfouissant mon visage dans son odeur familière de lavande et de désinfectant hospitalier. Pour la première fois depuis que la douleur avait commencé, je me sentais entièrement en sécurité. Vivien n'était pas seulement ma petite amie depuis 2 ans. Elle était infirmière aux urgences.
Elle voyait les gens au pire d'eux-mêmes chaque jour, et elle savait exactement à quel point cette situation était terrifiante. « Je suis en vie », ai-je murmuré dans ses cheveux. « Ça fait un mal de chien, mais je suis en vie. » Elle s'est reculée, écartant doucement les cheveux humides de mon front. Ses yeux perçants ont balayé la pièce vide, notant l'absence de fleurs, de ballons, de famille. Son expression est passée d'un soulagement profond à une colère dangereuse et latente. « Où est ta famille, Harrison ?» a-t-elle demandé, sa voix baissant d'un octave. « J'ai appelé ta mère en route. Je lui ai dit que l'opération était critique. »« Où diable sont-ils ?» J'ai simplement pris mon téléphone et le lui ai tendu. « Ils sont au manoir, et apparemment, je suis le méchant pour être tombé malade. » Vivien a pris le téléphone, ses yeux se rétrécissant en lisant le texto de ma mère. Elle a quitté les messages et ouvert l'application Facebook. Elle a fait défiler pendant quelques secondes, a laissé échapper un hoquet de pure incrédulité, et a tourné l'écran vers moi. Donovan avait publié une énorme mise à jour de statut il y a 1 heure. Je me sens incroyablement béni ce soir dans ma nouvelle maison. Entouré de mes parents extraordinaires et de vrais amis, avait écrit Donovan. C'est vraiment triste quand quelqu'un de votre propre famille est si profondément jaloux de votre succès qu'il simule une urgence médicale juste pour essayer de gâcher votre grande soirée et voler l'attention. Mais nous ne laisserons pas un comportement toxique ternir notre lumière. Chin Chin a un bel avenir. Sous la publication, les commentaires de notre famille élargie étaient une cascade de déchets absolus. Tante Sylvia a écrit, tellement fière de toi, Donovan. Ne laisse pas les caprices enfantins de Harrison gâcher ta soirée. Il doit toujours être le centre de l'attention. Le cousin Marc a commenté, classique Harrison, simulant une maladie pour se défiler du levage lourd pour la fête. Tu mérites cette maison, mon pote. Ma sœur Margot a ajouté, c'était tellement embarrassant d'essayer d'expliquer aux invités pourquoi Harrison faisait exploser le téléphone de maman avec son drame. On passe un excellent moment sans lui, de toute façon. J'ai fixé l'écran, mon cœur martelant contre mes côtes. Il ne m'ignorait pas seulement. Ils détruisaient activement et publiquement ma réputation. Ils avaient fabriqué un récit entièrement psychotique où mon infection potentiellement mortelle n'était rien de plus qu'un complot calculé et malveillant pour voler la vedette à Donovan. Ils avaient instrumentalisé ma maladie pour faire passer Donovan pour une victime. Vivien pleurait maintenant, des larmes de pure fureur sans mélange coulant sur son visage. Ce sont des monstres, a-t-elle sifflé, s'agrippant si fort au rail du lit que ses articulations sont devenues complètement blanches. Harrison, c'est de la folie pure. Tu as une incision de 20 cm sur ton ventre. Tu as un tube de drainage qui sort de ton côté. Comment peuvent-ils dire que tu simules ? Je veux appeler ta mère tout de suite et lui hurler dessus. Non, ai-je dit. Ma voix était étrangement calme. La colère chaude et frénétique que j'avais ressentie plus tôt s'était complètement évaporée, laissant derrière elle une immobilité froide et glaciale. J'ai tendu la main et lui ai doucement pris le téléphone de ses mains tremblantes. Ne les appelle pas. Ne commente pas la publication. Ne leur donne aucune réaction. Harrison, tu ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. A protesté Vivien, s'essuyant les yeux avec fureur. Ils traînent ton nom dans la boue pendant que tu es cloué sur un lit d'hôpital. Je sais, ai-je dit en fixant le plafond. Mais se disputer avec eux maintenant est inutile. Ils ont leur récit. Ils ont leur public. Si je crie, je passe juste pour la personne folle qu'ils prétendent que je suis. J'ai regardé Vivien. Mon expression s'était complètement durcie. J'ai passé toute ma vie à être leur filet de sécurité. J'ai payé leurs dettes. J'ai résolu leurs problèmes. Je suis resté silencieux pour qu'ils puissent paraître bien. Ça s'arrête aujourd'hui. Ils veulent un méchant. Je vais leur en donner un. Mais je vais le faire à mes propres conditions. J'étais sur le point de dire à Vivien mon plan de me déconnecter lentement d'eux, de faire mes valises tranquillement et de quitter la famille pour toujours. Je pensais que couper le contact était la vengeance ultime. J'avais complètement tort. L'univers avait un plan bien plus explosif en tête, et il est arrivé sous la forme d'une femme en tailleur gris tenant un porte-bloc d'hôpital. On a frappé poliment au cadre de la porte. Une femme portant un blazer gris soigné et un badge officiel de l'hôpital est entrée dans la pièce. Elle a baissé les yeux sur une épaisse liasse de papier attachée à un porte-bloc en bois. « Monsieur Harrison » a-t-elle demandé professionnellement, « je suis du service de facturation et d'administration de l'hôpital.
Je suis vraiment désolé de vous déranger si peu de temps après votre intervention, mais nous devons vérifier certaines informations d'assurance pour traiter votre admission d'urgence. Vivien a froncé les sourcils, se plaçant protectriquement devant mon lit. Est-ce que ça ne peut pas attendre? Il vient littéralement de se réveiller d'une opération majeure. Ce n'est rien, Vivien, ai-je dit d'une voix rauque, essayant de me redresser légèrement, bien que la douleur m'ait immédiatement averti de ne pas le faire. Quel est le problème avec l'assurance? J'ai donné la carte de la police familiale à l'infirmière du triage avant de m'évanouir. L'administratrice de la facturation avait l'air mal à l'aise. Elle a déplacé son poids, tapotant son stylo contre le porte-bloc. Oui, nous avons utilisé le numéro de la police familiale que vous avez fourni, la police souscrite par votre père, Alistair. Malheureusement, le système rejette la demande. Selon le fournisseur d'assurance, vous avez été retiré de cette police familiale en tant que personne à charge il y a exactement 4 mois. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le bip rythmé de mon moniteur cardiaque semblait résonner bruyamment sur les murs. Retiré, ai-je répété, mon cerveau peinant à traiter le mot. C'est impossible. J'ai 27 ans. Oui, mais la police couvre les personnes à charge jusqu'à l'âge de 26 ans, et je payais à mes parents $200 par mois de ma propre poche pour rester sur leur plan premium étendu jusqu'à ce que les avantages de mon entreprise entrent en vigueur l'année prochaine. Ils ne m'ont jamais dit que j'avais été retiré. L'administratrice a offert une grimace compatissante et m'a tendu un état de facturation préliminaire. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais le fournisseur a confirmé que le titulaire de la police a autorisé votre retrait. Parce que vous avez été admis par les urgences pour une procédure chirurgicale majeure non assurée impliquant un chirurgien traumatologue spécialisé, une anesthésie et une convalescence hospitalière projetée de 3 jours, votre responsabilité actuelle à votre charge est estimée à $32 500. $32 500. Le chiffre m'a frappé avec la force d'un train de marchandises à grande vitesse. J'ai fixé l'encre noire et grasse au bas de la page. $32 500. J'étais un ingénieur en structure junior. J'avais vidé mes économies pour rembourser la dette secrète de carte de crédit de mon père il y a 3 ans. J'avais à peine $2000 sur mon compte courant. Cette facture me mettrait absolument en faillite. Pouvez-vous nous laisser seuls quelques minutes, a demandé Vivien à l'administratrice, sa voix tremblant de rage contenue. La femme a hoché la tête rapidement et s'est éclipsée de la pièce, laissant le porte-bloc sur la table d'appoint. J'ai attrapé mon téléphone, ignorant les 95 appels manqués et les textos haineux. J'ai composé le numéro du service client au dos de ma carte d'assurance inutile. J'ai attendu en attente pendant 10 minutes angoissantes, écoutant une musique d'ascenseur joyeuse pendant que ma vie s'effondrait. Finalement, un représentant a répondu. Bonjour, je dois savoir exactement quand et pourquoi j'ai été retiré de la police numéro 4829, ai-je demandé, sautant toutes les politesses. J'ai fourni mes informations d'identification personnelle. La représentante a tapé bruyamment sur son clavier. Oui, monsieur, je vois le compte. Le titulaire principal de la police, Alistair, nous a contacté le 15 juin. Il a demandé à vous retirer de la couverture étendue pour réduire sa prime mensuelle. En vous retirant, la prime mensuelle a été réduite d'exactement $600 par mois. $600 par mois. J'ai fermé les yeux. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté terrifiante et écœurante. Il y a 4 mois, c'était exactement au moment où Donovan a commencé le processus d'achat agressif de son nouveau manoir à $1,2 million. Je me souviens que Donovan se plaignait bruyamment lors d'un dîner du dimanche de la façon dont le courtier en prêts immobiliers lui demandait de montrer plus de liquidité pour être approuvé pour le prêt massif. Mes parents lui avaient promis de l'aider avec une allocation mensuelle pour augmenter son profil de revenus. Mes parents avaient secrètement annulé mon assurance maladie pour économiser $600 par mois. Ils ont pris les $200 que je leur payais, y ont ajouté les $400 qu'ils ont économisés, et ont secrètement transféré cet argent à Donovan pour qu'il puisse se permettre le prêt immobilier de son manoir vaniteux. Ils avaient littéralement joué avec ma santé, ma sécurité et mon avenir financier juste pour que l'enfant prodige puisse vivre dans une maison avec des sols en marbre italien. Merci, ai-je murmuré à la représentante avant de mettre fin à l'appel. J'ai regardé Vivien. Elle avait tout entendu par le haut-parleur. Elle tenait sa main sur sa bouche, ses yeux écarquillés d'horreur absolue. Ils t'ont trahi, a soufflé Vivien, la réalisation l'envahissant.
Ils t'ont laissé sans assurance pour que Donovan puisse acheter une maison. J'ai baissé les yeux sur la facture préliminaire de 32 500 $. J'ai regardé la publication Facebook me traitant de simulateur jaloux. L'immobilité froide et glaciale à l'intérieur de moi s'est cristallisée en quelque chose de complètement différent. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était une exigence précise et calculée de destruction absolue. Vivien, ai-je dit, ma voix stable et sombre. Apporte-moi mon ordinateur portable de l'appartement demain. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-elle demandé, me regardant comme si elle voyait une personne complètement différente. Je vais être d'accord avec eux, ai-je dit doucement, en prenant mon téléphone. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. J'ai ignoré toutes les insultes et j'ai tapé un message unique, soigneusement conçu. Maman, papa, Donovan, vous avez raison. J'ai surréagi. Je suis vraiment désolé d'avoir fait une scène et gâché la fête. Mon estomac était juste dérangé. L'hôpital a tout exagéré. Je serai bientôt libéré. J'adorerais venir au manoir le week-end prochain pour le dîner de réconciliation afin de m'excuser en personne. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai regardé les confirmations de lecture apparaître presque instantanément. Ils voulaient que je rampe. Ils voulaient que je vienne dans leur château à $1 million et que je m'incline devant l'enfant prodige. Ils n'avaient aucune idée que je prévoyais de réduire toute leur façade en cendres. Si cette histoire vous fait bouillir le sang, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à pour ne jamais manquer une fin satisfaisante. Laissez un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez en ce moment. Chaque commentaire aide à pousser cette vidéo vers plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à la vengeance. 2 semaines plus tard, les agrafes physiques dans mon abdomen avaient été retirées, remplacées par une épaisse ligne de tissu cicatriciel rouge et irrité qui tirait brusquement à chaque pas que je faisais. J'étais encore dangereusement pâle. J'avais perdu 7 kilos que je ne pouvais pas me permettre de perdre, et mes vêtements flottaient sur ma silhouette comme des haillons sur un épouvantail, mais mon esprit n'avait jamais été aussi vif. La douleur vive et brûlante de la trahison s'était refroidie en un bloc de glace solide à l'intérieur de ma poitrine. Je n'étais plus le jeune frère obéissant. J'étais un expert en démolition, et j'entrais tout droit dans un bâtiment structurellement compromis. Vivien m'a conduit au manoir de Donovan. Le quartier était écœurame ostentatoire. Chaque allée était pavée de pavés sur mesure et les pelouses étaient entretenues avec une précision absolument contre nature. Nous nous sommes arrêtés devant les immenses portails en fer forgé de la propriété de Donovan. La maison elle-même était une monstruosité tentaculaire de faux stucs et de colonnes imposantes qui n'avaient absolument aucune fonction porteuse. En tant qu'ingénieur en structure, je pouvais repérer une construction bon marché et tape à accent grave-l'œil à des kilomètres. C'était une maison construite entièrement pour le spectacle, manquant complètement d'une fondation solide, tout comme mon frère. Es-tu absolument sûr d'être prêt pour ça? A demandé Vivien, garant sa modeste berline derrière une rangée de véhicules de luxe coûteux. Elle m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange de profonde inquiétude et de fierté féroce. Elle savait exactement ce qu'il y avait à l'intérieur de l'épais dossier en manille posé sur mes genoux. Je n'ai jamais été aussi prêt pour quoi que ce soit de toute ma vie, ai-je répondu, la voix stable. J'ai détaché ma ceinture de sécurité, grimaçant légèrement lorsque la sangle a frotté contre mon estomac. J'ai attrapé le dossier, le serrant si fort que mes articulations sont devenues blanches. Nous avons monté le chemin sinueux en béton jusqu'aux immenses portes doubles en chêne. Avant même que je puisse lever la main pour frapper, la porte s'est ouverte. Ma sœur Margot se tenait là, tenant un verre de vin blanc, portant une robe de créateur que nos parents avaient sans aucun doute payée. Son sourire a instantanément disparu en voyant mon visage. « Waouh, tu es vraiment venu ?» a ricané Margot, me toisant de haut en bas avec un dégoût évident. Elle a complètement ignoré Vivien. Donovan est dans la salle à manger formelle. Tu ferais mieux d'avoir préparé un très bon discours, Harrison. Il est toujours furieux de la semaine dernière. Je ne lui ai pas dit un seul mot. Je suis simplement passé devant elle, l'écho creux de mes chaussures résonnant sur le sol en marbre italien importé du grand hall d'entrée. La maison sentait les viandes rôties coûteuses d'un traiteur et un parfum lourd et écœurant. Nous sommes entrés dans la salle à manger. C'était une scène écœurante de perfection domestique. Une immense table en acajou était dressée pour 20 personnes. Mon père, Alistair, était assis à une extrémité,
faisant tourner un verre de scotch sombre. Ma mère, Geneviève, arrangeait des couverts en argent, portant un collier de perles et un sourire qui semblait peint en permanence sur son visage. Au centre de la pièce se tenait Donovan. Il portait un costume sur mesure, riant bruyamment avec sa belle fiancée, Pénélope, dont la main reposait sur son bras, exhibant une bague en diamant de la taille d'un raisin écrasé. Au moment où Donovan m'a vu, le rire est mort dans sa gorge. La pièce entière est devenue complètement silencieuse. Plusieurs tantes et oncles, y compris tante Sylvia, ont tourné la tête pour me fixer. Je pouvais sentir leur jugement collectif brûler ma peau. Donovan s'est avancé, bombant le torse. Il a regardé mon visage pâle et creusé, mais il n'y avait aucune sympathie dans ses yeux. Il n'y avait qu'un triomphe arrogant. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir finalement brisé. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de sortir de sa cachette, a dit Donovan à voix haute, s'assurant que chaque invité dans la pièce puisse l'entendre. Je suis content que tu sois là, Harrison. Assumer ses responsabilités est la première étape pour grandir. Pénélope et moi sommes prêts à pardonner ton petit coup de la semaine dernière, mais nous attendons des excuses publiques en bonne et due forme avant de nous mettre à table. Vas-y, nous t'écoutons. Il a croisé les bras, un sourire suffisant et écœurant se dessinant sur son visage. Ma mère, Geneviève, a hoché la tête de manière encourageante depuis le côté. Comme si j'étais un chien errant sur le point de faire un tour pour une friandise. J'ai regardé Donovan. J'ai regardé le lustre en cristal extravagant suspendu au-dessus de sa tête. Puis j'ai baissé les yeux sur le dossier en manie dans mes mains. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. C'était un sourire terrifiant et creux qui a fait reculer ma mère d'un pas soudain et nerveux. Le dîner avait officiellement commencé, et je posais doucement le dossier sur la table en acajou immaculé. Je pense qu'il y a eu un énorme malentendu, ai-je commencé, ma voix portant clairement à travers la salle à manger silencieuse. Je n'ai pas crié. J'ai parlé avec l'autorité calme et précise d'un homme lisant un rapport d'inspection de sécurité juste avant de condamner un bâtiment. Tu vois, Donovan, je ne suis pas venu ici pour m'excuser. Je suis venu ici pour corriger le récit. Pardon ? Le sourire suffisant de Donovan a légèrement vacillé. Son visage s'est empourpré d'une soudaine bouffée de couleur colérique. Ne joue pas à des jeux, Harrison. Tu as supplié de venir à ce dîner. Maman, montre-moi le texto. Tu as dit que tu avais surréagi. J'ai menti, ai-je dit simplement. Les deux mots sont tombés dans la pièce comme des pierres lourdes dans un étang calme. Avant que quiconque puisse m'interrompre, j'ai ouvert le dossier en manille. J'ai sorti le premier document. C'était une épaisse liasse de dossiers médicaux reliés par une grosse agrafe portant le sceau officiel rouge vif de l'administration de l'hôpital. Je l'ai fait glisser sur le bois poli, l'arrêtant directement devant les chaussures en cuir coûteuses de Donovan. Ça, c'est mon rapport chirurgical de vendredi dernier, ai-je déclaré, fixant mon frère dans les yeux. Le vendredi où tu as dit à Facebook que je simulais un mal de ventre. Les notes du chirurgien confirment une appendicite complètement rompue et une péritonite sévère. L'infection s'était propagée dans toute ma cavité abdominale. J'ai de nouveau plongé la main dans le dossier. J'ai sorti 3 photographies brillantes en haute résolution de format 20x25. C'étaient des photos de documentation clinique prises dans la salle d'opération. Elles montraient mon abdomen complètement ouvert, des écarteurs métalliques tirant ma peau pour révéler des tissus nécrosés et gonflés, recouverts d'une infection jaunâtre et sombre. J'ai jeté les photos macabres au centre de la table, juste à côté de l'élégant centre de table floral. Plusieurs tantes ont haleté d'horreur absolue. Tante Sylvia a couvert sa bouche avec sa main, les yeux écarquillés de choc. Pénélope, la fiancée de Donovan, a jeté un coup d'œil aux images graphiques et a littéralement reculé, heurtant une chaise. Voilà à quoi ressemble la simulation, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Voilà ce qui se passait dans mon corps pendant que vous buviez du champagne et vous plaigniez que je n'étais pas là pour porter vos tables. Le chirurgien m'a dit que si j'étais arrivé à l'hôpital 2 heures plus tard, je serais couché dans une morgue en ce moment, pas debout dans ton faux manoir. La pièce a éclaté en murmures chaotiques. Les alliés de ma famille se sont soudainement retrouvés face à des preuves physiques, sanglantes et indéniables. Le récit qu'ils avaient si avidement consommé a été instantanément détruit. Ma mère, Geneviève, s'est précipitée en avant, le visage pâle, essayant désespérément de ramasser les photographies sanglantes de la table.
Elle me les a repoussés, ses mains tremblant violemment. Harrison, arrête ça tout de suite. C'est complètement inapproprié pour un dîner. A sifflé Geneviève, la voix tremblant de panique. Tu vas bien maintenant. Tu as survécu. Pourquoi essaies-tu de gâcher à nouveau la soirée de ton frère avec cet étalage dégoûtant? Parce que tu as exigé des excuses, maman, ai-je rétorqué, ma voix s'élevant enfin, tranchant sa déviation désespérée comme une lame de rasoir. Tu as exigé des excuses pour le désagrément de mon expérience de mort imminente. Tu m'as traité de menteur devant toute la famille. Je ne fais que fournir la preuve. Mon père, Alistair, a claqué son verre de scotch vide sur une table d'appoint. Le bruit sec a fait sursauter tout le monde. Il a pointé un doigt accusateur épais vers ma poitrine. Assez, Harrison. A ordonné Alistair, essayant d'utiliser sa voix de patriarche tonitruante pour reprendre le contrôle de la pièce qui s'effondrait. Nous ne savions pas que c'était si grave. Mais nous jeter ces photos au visage est enfantin. Tu as fait valoir ton point de vue. Maintenant, remballe ton petit dossier et pars. Je n'ai pas fini, ai-je dit. Je suis resté parfaitement immobile, laissant le silence s'étirer, laissant la tension s'enrouler autour de leur gorge. J'ai regardé Alistair, observant la fausse bravade dans ses yeux. Il pensait que les dossiers médicaux étaient la pire chose dans le dossier. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui allait suivre. L'opération a été un succès, ai-je continué, mon ton retombant à un murmure dangereux. Mais malheureusement, l'hôpital a rencontré un problème très étrange en essayant de traiter mon assurance médicale familiale. Veux-tu expliquer à la salle ce qui s'est passé, papa, ou devrais-je le faire? Le visage d'Alistair s'est complètement vidé de sa couleur. On aurait dit qu'il venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. La fête de l'enfant prodige était terminée. La démolition était officiellement en cours. J'ai plongé la main dans le dossier une dernière fois. Ma main n'a pas tremblé. J'ai sorti 2 feuilles de papier distinctes. La première était l'état de facturation de l'hôpital. La seconde était la transcription imprimée de mon appel téléphonique avec le fournisseur d'assurance. Je les ai tenus en l'air pour que tout le monde puisse les voir. Ceci, ai-je dit, en agitant l'état de facturation, est la facture de l'opération d'urgence qui m'a sauvé la vie. Parce que je n'étais pas assuré, le coût total à ma charge est de 32 500 $. Donovan a ricané, levant les yeux au ciel, bien qu'il ait l'air visiblement nerveux. Alors, tu as une facture médicale. Et alors? Mets en place un plan de paiement. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? J'ai tourné mon regard entièrement vers Donovan. Ça a tout à voir avec toi, Donovan. Parce que j'étais censé être assuré. Je payais à maman et papa 200 $ chaque mois pour rester sur le plan premium familial étendu. J'ai claqué l'imprimé de l'assurance sur la table à côté des photos médicales. Il y a 4 mois, ai-je dit en pointant directement mon père. Alistair a secrètement annulé mon assurance maladie. Il m'a complètement retiré de la police sans me le dire, mais il a continué à prendre mes 200 $ chaque mois. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous retirez une personne à charge de cette police spécifique? La prime mensuelle baisse d'exactement 6 cents $. Un halètement collectif a résonné dans la salle à manger. Pénélope a regardé mes parents avec une incrédulité absolue. Voler son propre enfant était une ligne que même cette famille dysfonctionnelle n'avait jamais franchie publiquement. Papa, dis-moi que tu n'as pas fait ça, a murmuré Margot, ses yeux passant d'Alistair au papier sur la table. Alistair transpirait abondamment. Il a tiré sur le col de sa chemise de soirée coûteuse. Harrison, nous allions te le dire. Les temps étaient un peu durs. Nous avons eu des dépenses imprévues. Ne mens pas. Ai-je crié, la colère brute perçant enfin ma façade froide. Les murs de la pièce semblaient trembler. Ne te tiens pas dans cette maison à $1 million pour me dire que les temps étaient durs. Je sais exactement où sont allés ces 600 $ par mois. Je me suis tourné vers la foule de parents, m'assurant que chaque personne entende la vérité indéniable. Il y a 4 mois, c'est exactement au même moment où Donovan a commencé le processus de souscription pour cet énorme prêt immobilier. Il n'avait pas les liquidités nécessaires pour être approuvé pour un prêt de 1,2 million $ avec son médiocre salaire d'agent immobilier. Alors, nos parents aimants ont décidé de subventionner son projet vaniteux. Ils ont pris les 200 $ que je leur ai donnés,
ont ajouté les $400 qu'ils ont économisés en annulant ma police, et ont secrètement transféré ces $600 par mois sur le compte bancaire de Donovan pour gonfler artificiellement ses revenus. La mâchoire de Donovan a pratiquement touché le sol. Il a regardé nos parents avec une panique totale. Le secret était révélé. L'enfant prodige n'était pas un autodidacte. Il était à l'aide sociale fournie par ses parents, payé avec le sang de son frère. Ils ont joué avec ma vie pour que tu puisses acheter un lustre, ai-je dit à Donovan, ma voix dégoulinant d'un dégoût pur et sans mélange. Ils m'ont laissé complètement sans protection. Et quand le pari a échoué, quand mon organe a explosé à l'intérieur de moi, ils ont ignoré mes appels parce que s'occuper de mon corps mourant aurait interrompu votre fausse pendaison de crémaillère. Le silence dans la pièce était assourdissant. La grande illusion de la famille parfaite, riche et prospère s'est brisée en 1 million de morceaux irréparables, là, sur le sol en marbre importé. Pénélope, la fiancée, s'est éloignée de Donovan. Elle l'a regardé avec une expression de pure répulsion. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Tes parents paient pour cette maison ? Ont-ils annulé son assurance médicale pour toi ?» Donovan a bégayé, tendant la main vers elle. « Penny, chérie, écoute. C'est juste un prêt-relais temporaire de leur part. C'est compliqué. »« Ne me touche pas » a claqué Pénélope, reculant comme s'il était pestiféré. Soudain, tante Sylvia s'est frayé un chemin à l'avant de la foule. Pendant des années, elle avait été la plus grande partisane de ma mère, faisant toujours écho aux louanges de l'enfant prodige. Mais la réalité d'une dette médicale de $32 500 et d'une trahison presque mortelle était trop, même pour elle. « Geneviève, tu es un monstre !» a craché tante Sylvia, son visage déformé par la colère. « Tu nous as laissé nous moquer de lui sur Facebook pendant qu'il se battait pour sa vie. Tu as volé son argent d'assurance pour acheter cette maison ridicule. Je me sens mal rien qu'en étant dans cette pièce. » Sylvia a attrapé son sac à main sur une chaise voisine. « Je m'en vais, et ne m'invite plus jamais à une autre réunion de famille. » Elle a tourné les talons et est sortie par la porte d'entrée. 3 autres parents l'ont immédiatement suivie, chuchotant frénétiquement entre eux. L'exode massif avait commencé. Je suis resté là, respirant lourdement, sentant la traction aiguë de mes points de suture. La douleur était toujours là, mais elle était éclipsée par la vue magnifique et belle de tout le royaume s'effondrant sous le poids de la vérité. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous appréciez la destruction absolue de cette famille toxique, veuillez laisser un commentaire avec le mot « terminé ». C'est notre code secret pour les vrais fans de la chaîne. Je lirai et j'aimerai chaque commentaire qui dit « terminé ». Maintenant, regardons l'enfant prodige perdre complètement la tête. Le son de la porte d'entrée claquant derrière tante Sylvia agit comme un coup de pistolet de départ pour le chaos absolu qui a suivi. Les invités restants rassemblaient rapidement leurs manteaux, évitant le contact visuel avec mes parents, désespérés d'échapper à la zone d'explosion toxique. La pendaison de crémaillère parfaitement orchestrée s'était transformée en un cauchemar complet. Donovan a complètement perdu la tête. Le directeur immobilier poli et charismatique a disparu, remplacé par un enfant au visage rouge hurlant et piquant une crise de colère massive. Il s'est retourné et a agressivement pointé un doigt droit sur le visage de notre mère. « Es-tu complètement stupide ?» a crié Donovan à Geneviève, sa voix se brisant de rage. « Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi laisserais-tu une trace écrite? Tu m'as dit que les $600 provenaient d'un compte d'épargne à haut rendement. Tu ne m'as jamais dit que tu les avais volés de son assurance. » Geneviève a éclaté en sanglots frénétiques et laids. Elle a attrapé le bras de Donovan, son maquillage parfaitement appliqué coulant sur ses joues. « Donnie, chérie, s'il te plaît. Nous l'avons seulement fait pour t'aider. Le courtier en prêt a dit que tu avais besoin de plus de revenus mensuels pour finaliser l'affaire sur la maison. Nous savions que Harrison était en bonne santé. Nous pensions que c'était un risque sûr. Nous l'avons fait pour ton avenir. Vous avez ruiné ma vie. » a beuglé Donovan, repoussant ses mains. Il a regardé désespérément Pénélope, qui se tenait près de la porte avec son manteau déjà sur elle, serrant fermement son sac à main contre sa poitrine. « Penny, s'il te plaît. Je n'avais absolument aucune idée qu'il lui avait fait ça. Tu dois me croire. » Pénélope l'a regardé avec une expression de profonde pitié et de dégoût. « Peu importe si tu savais d'où venait l'argent, Donovan.
Tu as 30 ans et tu as manipulé tes parents pour qu'ils paient une maison que tu ne peux pas te permettre juste pour paraître riche. Tu les as laissés traiter ton frère comme un déchet. Je ne peux pas me marier dans cette folie. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle est sortie, la bague en diamant déjà retirée de son doigt et laissée sur le bord de la table en acajou. Donovan a fixé la bague, sa respiration saccadée et paniquée. Toute l'identité de l'enfant prodige était liée à ses possessions, son image et sa supériorité perçue. En l'espace de 10 minutes, j'avais dépouillé sa fausse richesse, sa fiancée et sa réputation. Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés et complètement sauvages. « C'est toi qui as fait ça », a sifflé Donovan, faisant un pas menaçant vers moi. Espèce de perdant jaloux et pathétique. Tu es venu ici juste pour me détruire. Vivien s'est avancé, sa posture rigide et prête à se battre. Mais j'ai doucement posé ma main sur son épaule pour la retenir. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. J'ai tenu bon, fixant le frère qui m'avait terrorisé toute ma vie. Je n'ai rien détruit, Donovan, ai-je dit, ma voix étrangement calme au milieu des cris. Je suis un ingénieur en structure. J'ai juste souligné que tes fondations étaient complètement pourries. Tu as construit toute cette vie sur des mensonges, du vol et ma souffrance. La gravité a fait le reste. Ne me blâme pas parce que ton château de cartes s'est finalement effondré. Alistair a finalement retrouvé sa voix. Il s'est approché, les épaules affaissées, paraissant 10 ans de plus qu'à mon arrivée dans la pièce. Le patriarche arrogant avait entièrement disparu. Harrison, a dit Alistair d'une voix rauque et tremblante. S'il te plaît, nous avons fait une terrible erreur. Une horrible erreur de jugement. Nous allons arranger ça. Nous trouverons un moyen de payer la facture médicale au fil du temps. S'il te plaît, arrête ça. Regarde ta mère. Regarde ton frère. Tu déchires cette famille. Je ne déchire pas la famille, ai-je répondu, en regardant l'homme brisé devant moi. Je la quitte, c'est tout. Mais avant de franchir cette porte pour toujours, nous avons une dernière affaire à régler. J'ai pris le dossier en manille et j'ai sorti une seule feuille de papier juridique épais. C'était une lettre de mise en demeure formelle rédigée par un avocat que j'avais engagé 2 jours auparavant. Je l'ai remise directement à Alistair. La dynamique du pouvoir dans la pièce avait officiellement et définitivement changé. Je n'étais plus la victime. J'étais le bourreau. Alistair a fixé le document juridique dans ses mains tremblantes, ses yeux balayant le texte noir et dense, son visage devenant encore plus pâle, si c'était même physiquement possible. Geneviève a cessé de pleurer une fraction de seconde, regardant par-dessus son épaule avec des yeux larges et terrifiés. « Qu'est-ce que c'est » a murmuré Alistair, me regardant comme si je tenais une arme chargée. « C'est une lettre d'intention formelle de poursuite en justice, ai-je déclaré clairement, m'assurant que les 2 dernières tantes qui traînaient dans le couloir puissent entendre chaque mot. Vous avez commis une fraude à l'assurance. Vous avez conclu un accord légal pour me fournir une couverture médicale en échange de 2 cents $ par mois. Vous avez accepté mes paiements pendant 4 mois tout en annulant secrètement la police, me laissant complètement non assuré lors d'une urgence médicale catastrophique. C'est un vol par tromperie. Et franchement, la commission des assurances de l'État adorerait en entendre parler. Geneviève a poussé un cri aigu. Harrison, tu n'attaquerais pas tes propres parents en justice. Tu nous enverrais en prison. Vous m'avez laissé mourir dans un hôpital pour acheter une maison, ai-je répondu, ma voix dénuée de toute émotion. Ne me parlez pas de loyauté familiale. Voici mes conditions, et elles sont complètement non négociables. J'ai pointé un doigt ferme sur la facture d'hôpital de 32 500 $ qui reposait toujours sur la table. Vous avez exactement 7 jours pour virer 32 500 $ directement au service de facturation de l'hôpital. Chaque centime de cette dette est à vous. Si l'hôpital ne reçoit pas le paiement intégral d'ici vendredi prochain à midi, mon avocat déposera la plainte et je remettrai les relevés bancaires prouvant que vous avez volé mon argent pour financer la demande de prêt immobilier frauduleuse de Donovan. Je suis sûr que la banque qui a émis le prêt de 1,2 million de $ serait très intéressée de savoir que les revenus de Donovan sont artificiellement gonflés par des subventions familiales illégales. Donovan s'est complètement figé. Si la banque découvrait les revenus frauduleux, elle pourrait immédiatement exiger le remboursement du prêt, forçant la maison à une saisie instantanée. La menace était absolue. Je les avais acculés contre un mur de béton sans aucune issue. 32 000, a balbutié Alistair,
se tenant la poitrine. Harrison, nous n'avons pas ce genre de liquidité sous la main. Toutes nos économies sont parties dans la compte de cette maison. Nous devrions liquider nos comptes de retraite. Alors je vous suggère d'appeler votre courtier dès lundi matin, ai-je dit froidement, parce que ma dette médicale n'est plus mon problème. C'est le vôtre. Je leur ai tourné le dos. Je n'ai pas attendu de contre-offre. Je n'ai pas attendu plus d'excuses ou de larmes pathétiques. J'avais posé ma limite absolue et les conséquences étaient gravées dans la pierre. J'ai tendu la main et j'ai pris celle de Vivien. Sa poignée était chaude, forte et incroyablement solidaire. Rentrons à la maison, lui ai-je dit doucement. Nous avons traversé ensemble le grand hall. Margot se tenait près de la porte d'entrée, le visage complètement sous le choc. Elle s'est collée contre le mur pour nous laisser passer, refusant de me regarder dans les yeux. Elle a finalement réalisé que le frère qu'elle avait moqué et rabaissé était le seul véritable adulte de toute la famille. J'ai tendu la main, j'ai saisi la lourde poignée en laiton de la porte en chêne sur mesure et je l'ai ouverte. L'air frais et vif du soir m'a caressé le visage. Je suis sorti sur le porche, laissant les cris, les pleurs et la ruine financière absolue résonner derrière moi dans ce immense manoir vide. J'ai refermé la porte derrière moi. Le clic lourd du mécanisme de verrouillage a été le son le plus satisfaisant et le plus beau que j'ai jamais entendu de toute ma vie. C'était le son d'une lourde chaîne de fer qui se brise. C'était le son de la liberté absolue. Alors que Vivien et moi descendions l'allée pavée vers sa voiture, j'ai pris une profonde inspiration. Mon abdomen me faisait encore cruellement mal, les points de suture tirant sur ma peau. Mais pour la première fois en 27 ans, je me sentais incroyablement, merveilleusement léger. 6 mois ont passé depuis la nuit où le manoir s'est effondré de l'intérieur. Ma vie est maintenant entièrement différente. La cicatrice physique sur mon abdomen s'est estompée en une ligne rose terne, un rappel permanent de la semaine où j'ai failli perdre ma vie et de la nuit où je l'ai finalement sauvée. Professionnellement, les choses ont explosé. Mon patron, Fletcher, a été si impressionné par mon dévouement et les conceptions structurelles que j'ai terminé avant mon opération qu'il m'a promu ingénieur en structure senior. J'ai maintenant mon propre bureau, une augmentation substantielle et une carrière bâtie sur un travail acharné et tangible. Vivien et moi avons emménagé dans un bel appartement de 3 pièces en centre-ville. Nous construisons une vie ensemble, une véritable fondation basée sur le respect mutuel et l'amour sincère. Quant à mon ancienne famille, les retombées ont été absolues et dévastatrices. Exactement 6 jours après le dîner, un jeudi après-midi, j'ai reçu un email de confirmation du service de facturation de l'hôpital. Le solde de 32 500 $ avait été payé en totalité. Pour éviter la prison et une enquête pour fraude, mon père, Alistair, a été contraint de liquider une part massive de son portefeuille de retraite, subissant une pénalité brutale sur le retrait anticipé. Sans la subvention secrète de 600 $ par mois, et sans le soutien financier de ses parents désormais ruinés, Donovan a rapidement sombré. Pénélope n'a jamais retourné ses appels, rompant définitivement les fiançailles. Incapable de payer les énormes mensualités de son prêt immobilier avec son salaire d'agent immobilier, Donovan a été contraint de mettre en vente le manoir à 1,2 million de $ à peine 4 mois après l'avoir acheté. Parce qu'il devait vendre rapidement pour éviter la saisie, il l'a vendu à perte massive. Il loue maintenant un minuscule studio en périphérie de la ville, conduisant une berline d'occasion. La couronne de l'enfant prodige a complètement rouillé. J'ai maintenu un contact zéro absolu et strict. Ma mère a essayé d'appeler depuis des numéros masqués, laissant des messages vocaux où elle pleure en disant à quel point sa famille réunie lui manque. Je les supprime sans écouter au-delà des 10 premières secondes. Ma sœur Margot a envoyé un email d'excuses, mais il semblait creux, motivé par la gêne de la ruine financière de la famille plutôt que par un remords sincère pour la façon dont elle m'a traité. On me demande parfois si je me sens coupable. On me demande si forcer mes parents vieillissants à vider leurs économies de retraite était un pas de trop. Ils disent « mais c'est ton sang, Harrison ». Je leur donne toujours exactement la même réponse. Le sang, c'est ce qui s'est écoulé de mon appendice rompu pendant que ma famille buvait du champagne coûteux. Le sang ne fait pas une famille. Les actions font une famille. La loyauté fait une famille. Se présenter à l'hôpital lorsque la personne que vous êtes censé aimer se bat pour sa vie fait une famille. Je ne les ai pas ruinés. J'ai simplement tendu un miroir à leur propre comportement toxique et je les ai forcés à payer la facture de leurs propres choix malveillants.
J'ai passé 27 ans à construire des fondations pour des gens qui étaient parfaitement heureux de me voir m'effondrer. Plus jamais. Alors, je vous pose la question, à vous, la communauté. Beaucoup de mes parents éloignés m'envoient encore des messages sur des comptes alternatifs, me traitant de sans pitié et de cruel pour avoir imposé l'ultimatum de 32 500 $ et les avoir complètement coupés de ma vie. Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin dans ma vengeance? Ou était-ce exactement la prise de conscience qu'il méritait pour avoir joué avec ma vie afin de financer un faux manoir? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà dû établir des limites absolues et permanentes avec des membres de votre famille toxique? Partagez votre histoire, car votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour enfin se libérer de son propre environnement toxique. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à et partager cette vidéo avec quiconque a besoin d'un rappel de sa propre valeur. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous, vous n'êtes jamais obligé de vous immoler par le feu juste pour tenir les gens toxiques au chaud.